Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de l'égalité et de l'égalitarisme. Euh, En fait je me suis fait chier à, à structurer tout un tas de trucs alors qu'en ce moment en fait j'arrive à rien structurer. Mais voilà, j'avais envie de sortir une vidéo parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait un truc comme ça quoi. Et en fait j'ai envie de faire une série, alors je sais pas si je le ferai jusqu'au bout. J'ai envie de faire une série de vidéos sur les idéologies modernes. Euh, et essayer de montrer en fait en quoi elles sont problématiques, hein, donc d'un point de vue purement rationnel, hein, donc en fait tout simplement en utilisant la raison socratique en fait, hein. Et puis après ça, justement, mettre en parallèle ces idéologies-là et les regarder à travers le prisme de la tradition avec un grand T, hein, de- et de comment nos ancêtres et les civilisations qui nous sont précédées fonctionnaient en fait, hein, justement quel point de vue ils avaient sur l'être humain, les différences, etc. qu'il peut y avoir entre chaque être humain, des différences plus ou moins globales et plus ou moins individuelles, hein. Donc aujourd'hui je vais essayer d'aborder ça, alors je vais le faire un peu d'une manière, je pense très à la one again quoi en fait, hein, parce que là j'ai noté quelques trucs mais bon, euh, en fait, je trouvais que c'était de la merde. donc, euh, donc je vais plus laisser ma pensée vagabonder, hein. C'est ce qui est le plus facile pour moi. Donc déjà, en fait, l'égalité, hein, cette idée d'égalité, c'est une des pierres de fondation du monde moderne, hein. Donc euh, cette idéologie, elle s'est développée au fil des derniers siècles, hein, notamment depuis les philosophes dits des Lumières, puis de la Révolution, etc. En fait, on voit un peu cette idée comme le ferment de la liberté, euh, parce qu'en effet, si tous les hommes sont égaux, ça signifie implicitement qu'ils ont tous le même potentiel, hein. Égalité, même. En fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'ils ont tous le même potentiel et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, hein, au gré de leur volonté. Donc déjà, c'est assez curieux. Il y a déjà une contradiction ici, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une égalité de potentiel, logiquement, je vois pas pour quelle raison ils ne développeraient pas tous ce potentiel, hein. C'est bizarre. Je veux dire, si on est libre de le faire, pourquoi on le fait pas? C'est censé être l'accomplissement, hein. Bon, ça c'est la première contradiction. Et puis bien sûr, hein, selon l'homme moderne, il n'y avait pas cette liberté, il ne pouvait pas développer son potentiel, etc., l'individu, parce que il y avait les restrictions de la société, de la monarchie, du patriarcat, etc., hein. Vous connaissez le refrain. Alors, donc là, je vais essayer de proposer déjà juste un point de vue purement rationnel, hein, sur cette idée d'égalité là, ok. Donc déjà cette idée d'égalité, faut remettre les choses à leur place quand même. Elle est née d'une égalité politique, hein, c'est-à-dire une égalité devant la loi, une égalité des droits et des devoirs, ok. Et donc cette idée que la loi devrait être appliquée à tous de la même manière. C'est le point de départ de cette idéologie en fait. Et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que le simple aspect législatif, hein. Euh, un droit, c'est un bénéfice. C'est quelque chose qui est donné. D'accord. C'est un droit, en fait. On n'a pas besoin de. Il n'y a pas de mérite, en tout cas dans l'idée moderne, il n'y a pas d'idée de mérite, il n'y a pas d'idée de, de labeur pour aller chercher cette chose-là. C'est quelque chose qui est donné d'emblée.
de manière presque inconditionnelle, hein. Je dis presque parce qu'évidemment, la loi est plus restrictive, les droits peuvent être supprimés au bon vouloir euh, du corps législatif, et selon aussi, je ne sais pas si des individus enfreignent la loi, etc., selon une certaine gravité, ils peuvent avoir des droits euh, qui leur sont privés, en fait, hein. On peut leur enlever des droits. Okay. Donc, bien sûr, le droit, hein, s'accompagne toujours du devoir. Donc le droit, c'est une possibilité donnée à quelqu'un d'obtenir quelque chose. C'est aussi une possibilité donnée à l'individu de manifester quelque chose, hein, manifester un potentiel, okay, développer quelque chose. Donc là, bon, on se dit, bah, c'est cool, ok. Bon. Alors, effectivement, c'est bon, bah, heureusement qu'il y a ça, hein. Donc voilà, donc là-dedans, déjà, il n'y a pas besoin qu'elle coche telle ou telle case pour l'obtenir, si ce n'est, comme je le disais, de respecter les devoirs, hein, dus à la société, ok. Donc, les devoirs moraux, les devoirs sociaux, les devoirs de penser aussi maintenant, c'est-à-dire que si tu penses mal, hein, on va t'enlever des droits, ok. On va te censurer. Petit aparté, ça y est, je commence déjà à digresser. Donc l'individu est libre d'utiliser tel ou tel droit afin d'obtenir telle ou telle chose, ou afin de développer telle ou telle possibilité, tel ou tel potentiel. Okay. Donc le problème là-dedans, c'est que déjà on va donner des droits, hein, d'emblée, okay, gratos, à tout le monde indistinctement. C'est-à-dire que le fils de paysan comme le fils de bourge aura en théorie les mêmes droits. Alors dans les faits, on sait bien que c'est pas le cas, hein. On sait bien qu'après il y a l'aspect financier, etc. Donc déjà, cette idée, tout ça, c'est du bullshit, hein, vous l'avez compris. Mais on va rester sur le rationnel, purement sur cette idéologie-là, en faisant abstraction des circonstances qui viennent s'ajouter, hein, comme celle de la question financière, de la question de la naissance, etc. Donc, alors déjà, on est censé, comment dire, hein, c'est la fameuse devise de la République, hein, liberté, égalité, fraternité. Bon, hein, ne souriez pas trop. Euh, cette liberté, déjà, c'est pas un absolu, d'accord. On le dit comme ça, comme si c'était la toute possibilité, mais non. En réalité, comme je l'ai dit, dans une société, dans une civilisation, il y a des droits et il y a des devoirs, hein. Le devoir est une contrainte, quelque chose auquel on doit se soumettre. Euh, et donc ça vient limiter notre liberté, nécessairement, hein. Et les droits ne sont pas... c'est pas tous les droits, nécessairement, ok. Donc, là où il y a devoir, il n'y a pas droit. Là où il y a le droit, il n'y a pas de devoir. Et c'est pas la même chose. C'est un peu un parallèle, quoi, hein. Alors, euh, l'être humain moderne dirait qu'il y a plus de liberté avec ce système-là qu'avec les précédents, hein. Comme quoi la démocratie, justement, c'est la liberté par excellence, que tout le monde est sur un pied d'égalité, il n'y a pas de distinction de naissance, etc. Bon, dans les faits, c'est faux, hein. Sauf qu'avant, c'était une distinction euh, à la fois de naissance, oui, dans les... Comment dire, à la fois de naissance, mais aussi de vertu, hein, mais j'y reviendrai plus tard à ça. Euh,
de vertu et de potentialité, tout simplement. Hein. Ensuite, on va donner des droits, donc indistinctement, mais aussi à des gens qui n'ont pas la sagesse de les utiliser correctement. C'est-à-dire, par exemple, prenons le droit de vote. Hein. Euh, pourquoi donner le droit de vote à des gens qui ne comprennent rien à la politique? Je vois pas l'intérêt, en fait. C'est pourquoi. C'est- on donne la parole, on donne le pouvoir à l'ignorance, en fait. Donc déjà, là, il y a un souci. Il y a un souci parce qu'une société, euh, si elle base son pouvoir sur l'ignorance, hein, ça devient n'importe quoi. Ça devient chaotique. Donc, une société, normalement, elle doit établir un certain ordre social. Hein, d'où la loi, d'où le cadre hein, qui permet un ordre. Euh, Là, en l'occurrence, déjà, il y a une contradiction. Et encore, là, je parlais que du droit de vote euh, par rapport à l'ignorance. Euh, mais ça peut être aussi le droit de vote pour quelqu'un, le droit de vote ou le droit de, de faire ce qu'il veut de sa vie quand c'est quelqu'un de mal intentionné. Hein, quand c'est quelqu'un qui a une appétence particulière pour le pouvoir et la domination. Euh, et, euh, et justement, parce qu'il est sans scrupule et qu'il a une haute opinion de lui-même, il va faire usage de tous ses droits au maximum, hein, il va bien profiter, tout en esquivant les devoirs, hein, plus ou moins adroitement, parce que bon, s'il le fait mal, euh, il se peut que ses droits viennent à régresser, euh, pour se hisser par exemple à des postes de responsabilité. Donc cette personne-là, hein, vu qu'on ne, vu qu'on est dans une société où la connaissance de soi, etc., n'est pas promue du tout, et que justement, parce qu'on estime que tout le monde est pareil, donc en fait, à partir de là, on ne peut pas développer un esprit clairvoyant sur la nature de chaque individu, hein, parce qu'on estime que en fait, les différences individuelles ne jouent en rien dans tout ça, ne changent rien, en fait. Hein. Donc ce genre d'individu va pouvoir se hisser aux plus hautes sphères de la société, avoir sous sa responsabilité une quantité innombrable de personnes, et les gérer à partir de son cœur plus ou moins ténébreux. Hein. Donc ça, c'est un problème, effectivement. C'est pas un facteur d'ordre, d'élévation, de bonheur, pour ceux qui sont en dessous de lui. Hein. Donc, euh, donc déjà, ça, c'est un certain point. Ok. Donc on peut dire ce qu'on veut sur la monarchie, etc. Mais en attendant, bon, euh, pas n'importe qui, hein, les bandits, etc. On leur donnait pas des postes de responsabilité. Hein. Ensuite, il y a un autre problème avec ça, euh, et ça va rejoindre un peu ce que disait René Guénon, justement, dans Le règne de la quantité. Je crois que c'était dans celui-là, où il parlait un peu du nivellement par le bas. C'est-à-dire que cette égalité, cette idée d'égalitarisme-là, euh, vu que ça part du principe qu'on a plus ou moins tous le même potentiel, qu'on peut tous faire ce qu'on veut, en fait, hein, dans les limites de la loi, bien sûr. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un double mouvement là-dedans. C'est que, première chose, c'est que effectivement notre liberté sera subordonnée, hein, sera fonction du cadre de la loi moderne. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une âme un peu contemplative, à l'époque par exemple du service militaire, était obligé d'aller faire la guerre. Voilà. Ce qui ne convenait pas forcément à sa nature, en fait. Là, je vois tout de suite une contradiction aussi dans le discours et dans la réalité. C'est qu'il y a une égalité bien souvent de droits, mais pas des devoirs.
Quand il s'agit de prendre, c'est ok, mais quand il s'agit de donner, c'est autre chose. C'est que on veut l'égalité des droits hommes-femmes, mais on veut pas l'égalité des devoirs hommes-femmes. Hein. Parce que parce que si c'est le cas, ça veut dire que les femmes doivent aller au front aussi. Et quelle femme aujourd'hui qui serait de bonne foi pourrait dire avec sincérité oui, si je dois aller à la guerre, j'irai à la guerre. Hein. Quelle femme a envie de ça? Mis à part quelques exceptions. Quoique aujourd'hui tout est possible. Hein. Mais bon, hein, généralement la nature revient toujours au galop. Donc déjà une contradiction parmi tant d'autres dans ce discours-là. Je vais en revenir au nivellement par le bas. C'est une idée importante, c'est qu'en fait, par exemple, je crois que je l'avais noté quelque part, ça justement. C'est cette idée de l'instruction uniforme. Hein. L'instruction notamment donc à travers l'éducation nationale hein, en France. Comme quoi on devrait tous apprendre les mêmes choses, hein, avoir un socle commun okay, de connaissances. Donc dans l'idée, comme ça paraît vertueux, parce qu'on se dit, bon bah, avant, pas tout le monde forcément avait le droit à l'instruction, pas tout le monde ne savait lire, et c'est un fait. Sauf que c'est toujours pareil. D'une part, en fait, on considère vraiment l'être humain comme fondamentalement neutre, c'est-à-dire comme comme un être totalement vierge que la société va construire intégralement. Et c'est là le point de contradiction fondamentale entre la vision moderne de l'être humain et la vision traditionnelle de l'être humain. C'est-à-dire que là, pour le coup, on part du principe qu'effectivement, l'être humain, à sa naissance, c'est une feuille vierge. D'accord ? Qu'il n'y a aucun déterminisme particulier, qu'il n'a aucune particularité individuelle, si ce n'est celle qu'il va se construire au gré de sa propre volonté, de sa propre fantaisie et de son environnement. Okay donc, et ça c'est fondamental, c'est-à-dire que du coup, en partant de ce principe-là, on va se dire, bon, bah, on donne les chances à tout le monde. Et en soi, l'idée est sympathique. Hein ça peut partir d'une bonne intention. Donc, sauf qu'on se rend compte quand même assez rapidement que, d'une part, il y a des gens qui vont faire mauvais usage du savoir. Hein donc, comme le cas que j'expliquais du mec mal intentionné qui du coup va utiliser toutes ses connaissances, hein, sa connaissance de la loi, sa connaissance du monde, de la culture et de la psychologie humaine pour petit à petit hein, grimper en ayant pour but de satisfaire ses parties les plus inférieures, hein, son pouvoir de domination, enfin, nourrir son instinct de domination, de pouvoir, voire d'écraser, voire de... Voilà, tout ça pour des intérêts égotiques. Hein. Donc cet individu-là, est-ce qu'on a eu raison de l'instruire ? Parce qu'en l'instruisant, on lui a donné du pouvoir. On lui a donné les billes pour justement mettre en acte hein, ce qu'il portait en lui-même de plus sombre. Et par conséquent, faire du mal hein, autour de lui. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'on donne la connaissance à des gens qui ne sont pas capables de l'utiliser de manière saine. Hein. La deuxième chose, c'est qu'au contraire, hein, il n'y a qu'à voir la qualité de l'instruction, on le sait, d'accord ? La différence entre la qualité de l'instruction il y a un siècle et maintenant, c'est gigantesque en fait. C'est-à-dire que
n'importe qui de bonne foi, en faisant quelques recherches, pourra constater, que ce soit de manière empirique, avec ses grands-parents ou autres, euh, et pourra constater du coup que l'instruction il y a 50, 70 ans de ça, même ça, était beaucoup plus poussée que celle de maintenant. Hein, que plus... Donc c'est quand même étrange. C'est-à-dire que normalement, si on suit le logiciel moderne, chacun a la capacité de suivre cette instruction, d'apprendre ces choses-là. Donc logiquement, puis ça va avec le paradigme de l'évolution, etc., on aurait dû progresser dans ce domaine. La société devrait être devenue plus, plus performante, les gens plus instruits, plus cultivés. On constate que c'est tout l'inverse. Et pourquoi ? Moi, la réponse que j'ai à donner à ça, c'est que tous les individus ne sont pas faits pour apprendre les mêmes choses et développer les mêmes choses. Ça revient à dire que les individus portent en eux des déterminismes avant même leur construction dans l'incarnation, avant même leur construction vis-à-vis de l'environnement, etc. Vous voyez, c'est un peu comme... J'avais déjà pris cette image. C'est un peu comme un gland, un gland d'arbre. Il n'y a pas un seul type d'arbre sur Terre. Il y en a des milliers d'espèces, d'accord ? Donc, un chêne, même si tu le mets dans une forêt de pins, quand il va pousser, il ne deviendra pas un pin. Il deviendra un chêne. Alors, il poussera peut-être un peu mal parce qu'il n'est pas trop dans son élément. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça le monde moderne. C'est-à-dire que c'est comme si on nous poussait tous à devenir des pins, alors qu'on est des chênes, des hêtres, des roseaux, voilà. C'est pas possible en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que concrètement, l'instruction, il y en a qui vont la refuser. Il y a des enfants qui, instinctivement, ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce que soit ça fait pas sens pour eux, soit c'est trop bas par rapport à leur capacité. Donc on va abaisser leur potentiel sous prétexte d'être au même niveau que les autres et de satisfaire l'ego de tout le monde, et notamment des parents. Et en fait, ça va donner une société où personne n'est à sa place. C'est-à-dire que cette idée d'égalité, elle va tirer tout le monde vers le bas justement parce qu'elle veut que tout le monde apprenne les mêmes choses, soit à peu près au même niveau. En plus, aujourd'hui, sans aucun regard critique, c'est-à-dire vraiment dans un prisme de plus en plus limité, le prisme de l'idéologie moderne en général. Les idéologies actuelles, par exemple, ça va être les idées de liberté sexuelle, de LGBT, ça c'est les trucs les plus en vogue en ce moment, les trucs de tolérance, etc. Alors qu'en fait, une idéologie est intolérante par essence. Donc déjà, il y a un problème avec ça. Bref, donc il y a vraiment un nivellement par le bas. C'est-à-dire que ceux qui... Par exemple, quelqu'un qui serait particulièrement habité par une âme poétique, il va rien trouver dans l'éducation nationale actuelle pour développer ça. Le mec, s'il en a rien à foutre des maths, il va être obligé de faire des putains de maths, ça va l'emmerder, il va se rebeller, du coup il va penser que toute la société c'est de la merde, et du coup il va entrer dans un... en fait, on va venir le contraindre dans quelque chose à quelque chose qui n'est pas fait pour lui, en fait.
C'est là tout le problème. Et du coup, il va prendre déjà en plus toute contrainte comme étant un problème. Et ça, c'est dramatique. Parce que justement, on a besoin d'un cadre fondamentalement pour se construire. Mais ce cadre, il doit être suffisamment intelligent, suffisamment, euh, comment dire, souple aussi, hein, une structure souple, euh, pour permettre à l'individu de développer, de manifester ses potentialités, hein. Euh, Sauf que là, déjà, ça va provoquer un refus. Donc, en fait, lui, il sait, surtout un enfant, il sait pas pourquoi il est fait. Donc, il va se renfermer, il va se replier, ou alors il va se soumettre, hein, et puis il va laborieusement essayer de faire quelque chose pour lequel il n'est pas fait. Donc, petit à petit, hein, en fait, on le voit, on a un nivellement par le bas. C'est chacun va s'atrophier, va atrophier ses possibilités, euh, enfin, va atrophier les fonctions, hein, cognitives, physiques, sensibles, qui pouvaient lui permettre justement de développer son potentiel. D'accord. Donc aujourd'hui, à notre époque, euh, manifester ses potentialités est de plus en plus difficile parce que nos capacités, justement, qui permettraient euh, de, d'en sortir le fruit le plus adéquat selon notre nature, deviennent atrophiées, hein. Donc, donc ça devient hyper compliqué. Et en plus de ça, on se divise en nous-mêmes, hein. Ça nous conduit vraiment à nous diviser en nous-mêmes parce que petit à petit, que ce soit pour se soumettre ou pour faire semblant inconsciemment, bien souvent, de correspondre aux attentes que la société a de nous, etc. Euh, donc on va couvrir, on va fermer, ou alors on va se rebeller complètement et puis on peut arriver à des extrémités en fait qui sont d'une certaine façon légitimes, mais qui peuvent avoir aussi des conséquences extrêmement néfastes. Donc voilà, tout ça fait que on en arrive à globalement à une uniformisation parce que la plupart des êtres humains se conforment à ça, hein. 85-90% des gens, je dirais. Après, ça va donner des marginaux, hein, des gens qui, du coup, euh, euh, vont, comment dire, vont penser en termes de confrontation tout le temps. C'est-à-dire ils vont nourrir cette rébellion à l'intérieur, et la rébellion s'accompagne toujours d'un orgueil, d'une colère, euh, et ça peut être nécessaire, mais en fait, bien souvent, ils vont s'enfermer là-dedans. Ils vont s'enfermer là-dedans. Donc quelque part, hein, on détruit les gens à la fois en les conformant malgré eux à quelque chose qui n'est pas fait pour eux, et ou en les excluant, hein, pour une petite portion de la population, euh, en les excluant tout en leur injectant quelque part, en solidifiant en eux des vices qui peuvent être dévastateurs, hein. Euh, voilà. Euh, Ensuite, il y a un aspect un peu plus traditionnel derrière tout ça, hein. Donc ça, René Guénon aussi a développé là-dessus. Euh, et pas que lui, hein, tous les pérennialistes. C'est que déjà l'instruction moderne, hein, on le sait, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos aussi, euh, elle est basée uniquement sur ce qu'il y a de plus inférieur. On l'a vu petit à petit avec la dégradation, hein. Donc il y a quelques siècles de ça, le rationalisme a pris le dessus, hein, sur toute forme de mystique, d'intuition. Donc René Guénon appelait ça l'intuition intellectuelle notamment, qui est un accès direct, hein, une vision du réel euh, qui, qui après vient prendre forme
dans l'intellect pour être exprimé, mais quand c'est exprimé, bien sûr, c'est déformé nécessairement, parce que c'est une représentation, le discours, hein, c'est la pensée, le discours est une représentation du réel, pas le réel en lui-même. Euh, et donc cette partie-là, petit à petit, déjà, euh, c'est coupé. C'est-à-dire que l'être humain moderne, alors sauf peut-être quelques exceptions, moi j'en connais pas personnellement, euh, mais ont perdu cette capacité à voir le réel au-delà de la nature visible et sensible, hein. Donc, ont perdu cette capacité à réellement contempler les principes supérieurs. Euh, les principes qui sont en amont de notre cosmos, de notre création, de l'être humain, etc., hein. Donc, mais si avec ça encore, ça irait. Mais c'est beaucoup plus avancé que ça. C'est-à-dire que quand il y a eu l'avènement du rationalisme, et du sentimentalisme aussi, parce que les deux vont avec, hein, finalement, les deux sont à peu près sur un même plan. C'est pas tout à fait la même sphère, mais c'est à peu près au même niveau. Senti-mental, c'est le senti du mental, hein, voilà. Euh, donc, une fois qu'on en est arrivé à là, déjà, donc déjà la coupure avec l'intuition intellectuelle, etc., avec la contemplation, c'est perdu. Ensuite, sont venues des choses beaucoup plus matérialistes, hein, donc le matérialisme, le mécanisme, parce que malgré tout, à l'ère du rationalisme, il y avait encore la notion de foi, par exemple, vous voyez, c'était pas incompatible. La foi pouvait être expliquée rationnellement quelque part, ou cohabiter à côté de la foi, de la raison. Ensuite est venu le matérialisme, hein, et puis tout le dogme de l'évolution, du progrès, du coup, qui est son corollaire, hein. Et là, euh, bon bah, on a fait partir la réalité, non plus de la raison, non plus de la représentation du réel, mais avec une faculté qui est quand même la plus élevée en termes strictement humains, hein, parce que l'intuition intellectuelle c'est quelque chose de... C'est, c'est un peu le fil qui, qui lie l'être humain au monde supérieur, hein. Euh, donc, et oui, petite précision aussi, c'est ce qu'on a perdu, c'est le monde, l'accès au monde psychique, astral, hein, dans sa réalité la plus élevée, on va dire la plus archétypale, hein. Hein, le fameux monde imaginal d'Henri Corbin, notamment. Euh, toute cette sphère-là, toute cette sphère imaginative qui a sa réalité en fait sur un certain plan, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui. Il ne s'agit pas de purement de l'imaginaire fantaisiste et gothique, c'est que justement l'art euh, est une porte est un moyen de manifestation de réalité euh, intérieure, cosmologique, euh, à travers une forme, à travers une image, hein, qui peut être manifestée donc à travers la poésie par exemple, hein, qui je trouvais l'art le plus élevé en tout cas, ça c'est mon opinion personnelle, mais à travers la peinture, à travers la musique, etc. Donc tout ça petit à petit on s'est coupé de tout ça. Donc, et il ne faut pas oublier qu'en parallèle du coup nécessairement, quand les facultés ne sont plus utilisées, quand on s'en coupe, elles deviennent atrophiées et même moi je suis de l'avis qu'elles disparaissent purement et simplement, ou alors elles sont tellement enfouies qu'elles sont inaccessibles. Parce qu'on ne peut pas faire les choses dans le désordre. Quand on s'incarne sur Terre, on développe petit à petit chaque faculté. Euh,
Et bien souvent, on le voit avec l'instruction, etc., l'accent est mis uniquement sur certaines facultés, à l'exclusion des autres. Euh, Vu que les cadres ne permettent pas de développer certains potentiels individuels, et bien pareil, hein, voilà, tout ça, vous voyez un petit peu comment ça s'enchevêtre. Hein. Euh, donc je disais, on en arrive après au matérialisme. Donc le matérialisme, euh, il part du principe que finalement la matière est première, hein, que de la matière et que de ces combinaisons hasardeuses, hein, donc hasardeuses dans le sens où on n'explique pas tellement, enfin il y a des causes, hein, on explique, mais il n'y a pas de sens supérieur euh, qui vient, comment dire, animer la matière en fait. La matière est à elle-même son propre principe, hein, qui va se configurer plus ou moins comme ci, comme ça, dans telle circonstance, mais aucun sens supérieur n'est donné à tout ça. Donc là, on arrive vraiment au matérialisme. Euh, Ce qui fait que on va commencer à appréhender le monde uniquement par la matière, sauf que la matière n'a pas son propre principe en elle-même. Elle ne s'anime pas toute seule. Il y a, euh, il y a quelque chose, il y a une essence qui vient la vivifier, la former. Hein. Euh, donc la matière en tant que telle, c'est juste une substance, c'est quelque chose en puissance, mais qui ne peut se mettre en acte par elle-même, hein, qui ne peut pas euh, se mouvoir selon son bon gré ou selon son, comment dire, selon le hasard, etc. En fait, si c'était le cas, le monde serait chaotique. Or, on voit bien que la nature est ordonnée. Donc c'est qu'il y a bien quelque chose qui vient structurer tout ça, de manière intelligente, d'une manière... Mais ça, là, quelque part, au fond, les scientifiques, à peu près de bonne foi, le savent. Hein. Ils savent bien qu'il y a un ordre des choses, mais malgré tout, ils pensent quand même, pour la plupart, que c'est euh, juste une question de survie. Hein. Et ce qui est vrai sur un certain plan, c'est-à-dire que la matière va s'ordonner de telle manière, va être ordonnée de telle manière à ce qu'elle se perpétue, hein, tout en concourant à son équilibre général. D'accord. Mais aujourd'hui, on pense qu'effectivement, c'est la matière elle-même qui fait ça de manière plus ou moins instinctive. Mais dès lors qu'on dit ça, ça inclut qu'il y a un instinct qui l'habite. Donc c'est que la matière n'est pas juste matière. C'est qu'il y a quelque chose en elle, un élément en elle qui vient la guider dans sa formation et dans la manière dont elle concourt à l'équilibre. Hein. Bon, ça mis à part. Donc là, on en est à ce stade où la matière, le hasard font les choses pour perpétuer, pour améliorer ses fonctionnalités. Euh, on ne sait pas trop pour quelle raison. Voilà. Donc là, on en est là. Ensuite, après le matérialisme va venir, il va y avoir un retour d'une forme de spiritualité. Alors, c'est pas de la spiritualité en réalité, notamment avec la théosophie, l'anthroposophie, etc., le spiritisme. Euh, donc là, il va y avoir une sorte de retour au monde astral, sauf que au monde psychique. Sauf que là, on va faire appel, hein, notamment à travers la psychanalyse. Ça Guénon donne un chapitre là-dessus dans Le règne de la quantité ou les signes des temps, sur la psychanalyse particulièrement. C'est qu'en fait, on va faire de l'être humain, on va considérer que ses motivations profondes se situent dans ses pulsions les plus inférieures.
C'est-à-dire que on va réduire l'être humain à une histoire de complexe d'Oedipe ou de... Je suis pas un spécialiste de ça parce que j'en ai rien à foutre. Parce que ça fait pas sens en fait. Mais à tout un tas de désirs, de pulsions inavoués, inassouvis, refoulés, etc. Donc c'est-à-dire que l'être humain, pour la psychanalyse, l'être humain euh, n'est plus que finalement des pulsions édulcorées, en fait. Hein, des pulsions qu'on va décorer, ensuite on va s'inventer un surmoi, donc on va s'inventer des idéaux, on va s'inventer une life, quoi, en fait, sur base de ça, pour régler ces choses-là, en fait. Donc ça fait de l'être humain hein, le fruit de l'inférieur. Hein, donc, l'inférieur non plus seulement en matière, mais encore au-delà, dans l'infrapsychisme, hein, voire même, enfin, l'infrapsychisme, malheureusement, c'est le domaine du Satan. Hein, c'est le domaine, sans parler d'une entité en tant que telle, mais du principe satanique. Hein, on voit de plus en plus profondément, de plus en plus dans tout ce qui nous dissocie à l'intérieur, hein, tout ce qui nous divise, nous fragmente. Hein, c'est le principe du Satan. Donc là, on en arrive ici. Hein. Donc vous voyez le nivellement par le bas, ce que ça donne. C'est-à-dire que là, on arrive à un point où en fait tout est subordonné à nos pulsions. Les plus, et là, on sort du cadre même de l'animalité. Quand on était dans le matérialisme et le naturalisme, à la rigueur, on pouvait parler d'animalité. Mais là, c'est encore en dessous de l'animalité. Parce que l'animal, il a un instinct. Et dans le cadre de la nature et dans un équilibre à peu près normal et sain, sauf si évidemment on fait comme dans le cloaque comportemental, qu'on met les rats dans des conditions de vie humaines modernes, où là ça dégénère complètement, où ils partent complètement en sucette, mais dans un cadre normal, l'animal, son but c'est de se reproduire, son but c'est de survivre. Hein, et c'est du coup d'accomplir juste ce pourquoi il est fait, avec ses possibilités, et toujours en fonction d'un équilibre plus global. Donc l'animal ne va pas faire n'importe quoi. Alors que nous, on a cette possibilité. On a ce pseudo-libre arbitre. Hein. Je dis pseudo parce que c'est pas du libre arbitre. Le libre arbitre, il n'est que quand on atteint un stade divin. D'accord ? Parce que sinon on est conditionné intégralement. Ou presque. Et du coup on a cette possibilité de faire un peu n'importe quoi en fait. De faire même des choses qui sont contre naturelles, contre notre animalité même. Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Sur le nivellement par le bas. Du coup, pour faire un petit point sur le point de vue traditionnel, hein, je ne vais pas le faire très longtemps parce que j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, notamment dans les vidéos sur la tradition primordiale, c'est que dans les civilisations traditionnelles, il y avait des castes, hein, il y avait des groupes d'individus. Les gens n'étaient pas tous égaux, n'avaient pas tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Hein. D'ailleurs, ça arrangeait bien un paysan de ne pas devoir aller faire la guerre, d'accord ? Donc, et ça arrangeait bien du coup un guerrier de pas avoir en plus à faire à bouffer et à cultiver sa terre parce que c'était difficilement conciliable. Alors il y a eu quelques ordres hein, monastiques, notamment celui de Saint Bernard qui arrivait à mixer un petit peu tout ça. Où ils étaient à la fois contemplatifs, guerriers et cultivateurs. Hein. Mais ce sont des petits microcosmes comme ça d'individus qui sont capables de manifester des possibilités très différentes les unes des autres. Mais globalement, les sociétés ont toujours fonctionné sur ce mode où
ont ciblé la tendance générale d'un individu en particulier, dans une caste plus globale que lui. Par exemple, un luthier, il sera dans cette grande caste des artisans, et lui, c'est cette voie-là, donc dans cette voie globale des artisans, puis dans sa voie particulière de luthier, sa manière pour lui de s'élever, de développer son potentiel et à travers son art, de trouver le divin, en fait. Donc pour chaque... il y avait cette idée de grande tendance chez l'être humain, qui fait qu'on se regroupait dans des groupes particuliers de la société, puis ensuite à affiner dans sa propre individualité, pour se développer, pour accomplir son destin. Voilà ce qui est fondamentalement différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Où aujourd'hui tout est fait justement pour atrophier nos possibilités, et en nous donnant cette illusion d'une possibilité sans limite, mais qui en fait, justement parce qu'il n'y a pas cette direction, parce qu'il n'y a pas cet alignement avec ce qu'on porte en nous-mêmes, va devenir au contraire un enfermement, quelque chose de destructeur, d'aliénant, qui va nous atrophier. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère que c'est suffisamment intelligible, comme toujours, parce que là, bon, du coup, j'ai un peu tout balancé comme ça, quoi. Mais je pense que c'est à peu près tout. Je pense rien avoir oublié, même si c'est jamais totalement exhaustif. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.